Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live Hachette.fr. Nous sommes ce soir en compagnie de Grégoire Delacour. Bonjour Grégoire, merci d'être bonsoir avec Noémie. nous. On est ravis de vous avoir ici. Mais je suis ravi d'être là. Pour votre nouveau roman, La femme qui ne vieillissait pas. Je l'ai lu. Ah oui. Je l'ai lu avant de venir, ouais. Paru chez J.C. Lattès. Voilà. Donc j'en profite tout de suite pour dire à nos internautes qui nous rejoignent petit à petit, vous arrivez là tout de suite, qu'il faut déposer vos commentaires et vos questions en commentaire en dessous pour tenter de gagner ensuite des livres dédicacés, puisque Grégoire Delacour dédicacera 5 exemplaires à l'issue du live. Et il y aura un petit tirage au sort parmi les commentaires et les questions posées. Mais surtout, avant tout, posez vos questions pour savoir tout ce que vous vous demandez encore sur La femme qui ne vieillissait pas, si vous l'avez lu ou non. Voilà. Donc Grégoire, vous êtes... on va faire quelques petits rappels biographiques. Oui, c'est toujours un petit... si je suis. Quelques petits repères. Donc vous êtes né, si je ne me trompe pas, en 1960 voilà. au Nord. Voilà. Vous êtes lancé dans le métier de publicitaire dans les années 80 et vous avez lancé votre agence en 2004. Après avoir été honteusement licencié. Ah. C'est pas grave, hein, on rebondit. On verra si ce métier continue de nourrir vos livres ou pas. Vous avez publié votre premier roman en 2011, c'était L'écrivain de la famille, nourri d'éléments autobiographiques, on peut le dire, ce genre de choses. Je vous laisse juge. Ensuite, évidemment, c'est le carton La liste de mes envies, best-seller incroyable, porté à l'écran en 2013. Et ensuite, au théâtre. Et au théâtre aussi. Dans Également, 4 pays. Plusieurs de vos livres ont été portés au théâtre, ouais. c'est vrai. Oui. Et se sont ensuite enchaînés plusieurs grands succès. La première chose que l'on regarde, On te voyait que le bonheur, Les 4 saisons de l'été. Tout récemment, Danser au bord de l'abîme, qui est disponible depuis très peu de temps au livre de poche. Dans une très belle édition d'ailleurs. Très bel objet. Les couvertures sont toujours très soignées, très belles. Ces belles photos de femmes, on y est encore ici aujourd'hui avec La femme qui ne vieillissait pas. Et vos lecteurs sont déjà au rendez-vous et vous attendent. Vous serez au Salon du Livre, je crois, voilà, qui commence samedi et dimanche. Voilà, donc rendez-vous au Salon du Livre. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec Grégoire Delacour. Posez vos questions en commentaire juste ici en bas pour tout savoir sur La femme qui ne vieillissait pas. Vous dites en bas, c'est où? Parce que moi je ne connais rien. Sous le live là. Ah d'accord, voilà. Petit écran dans lequel on est tous les deux, la petite boîte là. Très bien. Sur Facebook. Oui, on est sur Facebook, Grégoire Delacour. Je sais. Donc voilà, posez vos questions. Alors moi, la première évidemment, c'est quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce livre. Moi je sais qui est Betty, j'ai lu ce livre. Mais qui est-elle pour ceux qui n'auraient pas lu le livre? L'héroïne de ce nouveau roman. C'est une question incroyable. J'ai mis 245 pages à essayer d'écrire quelle était. Vous me demandez une réponse en une minute. Betty, elle s'appelle Martine d'abord. Oui, pourquoi ce changement de prénom? J'aimerais bien que vous me le disiez aussi. On va y venir. Ouais. En fait, j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme à qui va arriver quelque chose d'extraordinaire, qui est ce rêve qu'on a toutes, j'ai envie de dire, d'être toujours belle, jeune, désirable, regardée, à conquérir, etc. Quand on voit, et je l'ai appris, on évoquait la pub il y a quelques secondes, qu'il y a, je crois, je peux me tromper dans les chiffres, plus de 7 milliards d'euros dépensés par les femmes en produits de soins. Ça dit quand même quelque chose d'important. Quand on voit la culture des magazines qui fait l'apologie du jeunisme, là on va avoir ce qu'on appelle les marronniers dans l'édition, c'est-à-dire on va avoir les grands thèmes du printemps, rajeunir, ne pas faire son âge à la plage, perdre des kilos, etc. Il y a quand même encore une injonction très forte d'un esprit physique, d'une jeunesse qu'on doit préserver. Et paradoxalement, on est en train de se battre, les mêmes magazines, pour dire aux femmes protégeons nos libertés, etc. Donc il y a un truc qui me hantait un petit peu là-dedans. Donc j'ai inventé cette femme Betty pour répondre précisément à votre question, qui donc s'appelle Martine, et on va la voir évoluer de 1 an à 63 ans, on va voir sa vie, et au milieu de sa vie, à un moment, il va se passer cette chose extraordinaire qui est dans le titre, c'est elle va s'arrêter de vieillir. Comment elle s'en rend compte? Elle s'en rend compte parce qu'elle participe à un projet photographique assez important qui m'a été inspiré par 4 sœurs qui ont fait des autoportraits à 4 pendant 40 ans. Il y a un livre, j'ai oublié le nom, qui est magnifique, et on voit ces sœurs vieillir, on voit la vie passer, on voit que c'est qu'on soupçonnait d'être pas méchante, le devenir vraiment, parce que je crois que le temps ne cache pas trop les choses. Et j'avais trouvé l'idée extraordinaire, et j'avais moi-même voulu pour mes enfants faire chaque année la photo. Alors j'ai fait les 2-3 premières années, puis après le jour anniversaire, on n'est pas là, on oublie. Enfin, c'est vraiment dommage de rater ça. Donc Martine Betty participe à 30 ans à un projet photographique sur le temps qui passe, et au bout de 2-3 années, 3 photos, 4 photos, le photographe s'aperçoit que rien ne change dans son visage.
aucun cheveu blanc, aucune ride, aucune cerne, rien. Et là commence la deuxième partie du livre. Pourquoi ce changement de prénom, du coup? On a abordé cette question tout à l'heure. Elle s'appelle Martine, c'est son nom de naissance. Elle s'appelle Martine. Bon, outre le fait qu'elle n'aime pas trop, et je m'en excuse sincèrement auprès des Martines, j'ai une cousine qui s'appelait Martine, que j'aimais beaucoup. Toujours été très gentil avec moi. Enfin, ceci n'a rien à voir avec le choix de Martine. Donc, que les Martines ne le prennent pas mal. Mais cette Martine-là n'aime pas trop son prénom. Elle participe, elle est née en 53 ou 54, et donc elle a toutes ces années des 68, 70, libération entre guillemets de la femme, où les femmes fument, où il y a un grand vent de liberté qui arrive. Et elle participe à ce mouvement, et elle a voulu changer de prénom pour renaître à un monde qui change, à une féminité qui change. Et puis, à la faveur de quelques récentes rencontres autour de ce livre, un journaliste m'a dit au fond que c'était un livre sur la perte. Et je trouvais ça très inattendu et très juste, puisqu'elle va perdre sa maman, son papa va revenir amputé, donc il lui manquera un bout qu'il aura laissé de lui-même, qu'il aura laissé en Algérie, etc. Et au fond, ne perdre sa jeunesse, inconsciemment, je crois que j'ai écrit sur la perte. Donc elle va perdre la Martine de l'enfance au profit d'une Betty plus mature, plus dans l'espérance, plus dans la lumière, j'ai envie de dire. Alors j'ai relevé une première question de Nadine Goffin qui se demande, tout à l'heure vous avez fait un lapsus, ou en tout cas j'ai parlé en tant que femme. Oui, vous avez dit qu'on ne Oui, c'est pas un lapsus, etc. je sais. Alors déjà, pourquoi ça? Pourquoi vous inclure? C'est étonnant cette partie. Et pourquoi pas un homme comme héros, pardon? Pourquoi pas, pardon? Pourquoi pas un homme? Où ça? Un homme comme héros, plutôt qu'une héroïne. Ah, parce que je crois sincèrement qu'écrire un livre qui s'appellerait L'homme qui ne vieillissait pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Parce que d'abord, je m'en fous un petit peu. Parce que les hommes ont un rapport au temps extrêmement différent que les femmes. Une femme, elle fait attention à elle se respecte elle va essayer de gérer ce temps qui passe, elle va essayer de ralentir, on dit, les effets du temps, de garder une estime de soi surtout. Les hommes, ils sont moins coquets à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas généraliser, hein, mais j'ai remarqué souvent que les hommes, arrivés à un certain âge, quand ils veulent faire plus jeune, ils s'entourent de signes, de choses plus jeunes. Alors, il n'est pas rare de voir un type de 60 ans, tout d'un coup, il a un petit cabriolet sport, puis dans le petit cabriolet, il y a une jeune fille, on croit que c'est la sienne, non, c'est sa nouvelle compagne. Donc, il va essayer de s'entourer de signes qui montrent qu'il est vigoureux et jeune. Donc ça m'intéressait pas trop de creuser le pourquoi, ou du chagrin ou de la joie à ne pas vieillir chez un homme. Chez une femme, je trouve ça plus intéressant. J'ai été entouré de femmes, ma mère était quelqu'un de très important pour moi. Dans la pub, c'est 35 ans, je fais de la pub, il y a beaucoup de femmes à qui je m'adresse pour les produits que dont j'ai dû faire la réclame. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans la pub, que ce soit chez les annonceurs ou dans les agences de pub. Et c'est vrai que j'avais envie de creuser ce rêve-là, légitime, des femmes à qui la société demande de rester jeune. Et alors pourquoi c'est une femme et pourquoi j'ai parlé? Parce que j'ai passé 6 mois de ma vie à être Betty. Et comme c'est elle qui écrit le livre à la première personne, je suis Betty parfois quand je parle d'elle. Voilà pourquoi Nadine, je me considère parfois comme une femme quand je parle de tout ça. Alors on aborde des choses, on effleure des choses, mais on peut dire que ce livre tombe dans un hasard de calendrier assez fou, c'est qu'on est à pieds joints dans l'actualité sur mettre à bas les stéréotypes, les injonctions faites aux femmes dans la société. Et c'est quelque chose qui vous travaille, ce que veulent les femmes, si on peut dire? Non, il n'y a pas de rapport à l'actualité avec ce livre. À la limite, c'est un coup de bol. C'est comme vous évoquiez la liste de mes envies tout à l'heure. Ça a marché. Il y a des tas de journalistes très sérieux ont essayé de se poser la question, mais pourquoi le livre est tombé à un moment incroyable où on n'était pas reconnu dans nos des petites gens? On a dit, il parle des petites gens. Enfin, les petites gens, c'est nous, il faut arrêter, quoi. Non, moi j'aime bien le sujet en tant que romancier des femmes, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été entouré de gens formidables et je veux leur dire des choses. Il m'est arrivé, et je crois, et je viens de le comprendre, mais il y a quelques mois, parce que ça vient de loin, le pourquoi on écrit. Il n'y a pas une conscience absolue, enfin en tout cas chez moi, de dire tiens, je fais un livre sur ça, parce que ça correspond à une époque. Non, c'est très très personnel. J'écris de façon très personnelle, et une fois le livre fini, je suis heureux de le partager, et puis il est reçu ou pas. Mais quand j'ai écrit, moi je viens d'une famille qui était un peu cassée, on va dire, un peu abîmée, puisque malheureusement mes parents ne s'entendaient pas. Et s'entendre au Moyen-Âge, ça veut dire s'aimer. On disait on s'entend, on s'aime. Et au fond, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas la même définition des mots.
Donc chaud, froid, amour, tendresse, ça ne disait pas la même chose. Donc ça crée une cacophonie dans un couple. Et moi, j'étais très jeune enfant et j'ai souffert de ça, de voir que plein de choses se cassaient. Il n'y avait pas de violence physique, c'était pire, il y avait du silence, il y avait des mots qui ne disaient pas les bonnes choses. Et donc j'ai voulu partir. Et je suis effectivement parti à 10 ans en pension et je ne suis pas vraiment revenu. Et des années plus tard, comme il y avait ce problème de langage chez moi, j'ai eu envie d'écrire un livre, et ça a été L'écrivain de la famille que vous citiez tout à l'heure, qui a été mon premier livre. Et j'ai voulu dans ce livre raconter l'histoire d'un gamin qui va essayer de retricoter sa famille et à la fin réussir ce rêve d'enfant abandonné, j'ai envie de dire, en réunissant les personnes qu'il aime, à savoir ses parents. Et quand j'écris le livre, en plein milieu, ma mère décède. Et ça a été très très douloureux parce que je me suis dit, elle ne saura jamais que j'ai pardonné, entre guillemets, que je n'en tiens pas rigueur ni à mon père, etc. Elle ne l'aura pas su. Donc après, j'ai eu envie d'être une femme, en étant la mercière de la liste de mes envies, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'elle voyait, comment elle regardait le monde, comment elle regardait ses enfants, comment elle pouvait me voir. Donc j'ai inventé ce personnage et j'ai eu du plaisir à être cette femme. Beaucoup de femmes m'ont écrit des lettres qui commençaient par « Chère Madame » à l'époque, c'est pas très connu. Et j'avais été à ce moment-là un petit peu acceptée par la communauté des femmes comme étant une écrivaine qui parlait très bien. Et j'ai même reçu une lettre un jour tout à fait étonnante où une dame me disait « Mais pourquoi avez-vous choisi un pseudonyme d'homme pour signer votre livre ?» Donc après, j'ai travaillé d'autres livres plus durs, plus masculins, notamment « On ne voyait que le bonheur ». Et avec le livre que vous évoquiez tout à l'heure, qui est donc sorti là récemment en poche, vous le disiez, Danser au bord de l'abîme, j'ai envie à nouveau de traiter le sujet des femmes, mais par le prisme du désir. Et parce que je m'apercevais que malgré toute cette envie de liberté qu'on a, nous les femmes, chère Nadine, il y a encore une morale hyper enfermante. Combien de femmes ne se choisissent pas en premier, les enfants, le mari, le qu'en dira-t-on, c'est encore extrêmement présent dans nos sociétés. Et j'ai envie de faire un portrait d'une femme profondément libre, avec le précédent livre. Et là, j'ai essayé d'ouvrir les barreaux un petit peu de la dernière grande prison, je trouve, des femmes, qui est l'âge. Qu'est-ce que la société attend d'elle ? Alors que, souvenez-vous d'Ania Magnani qui disait au photographe à la fin de sa vie, qui essayait de faire des jolies lumières pour adoucir son visage, elle disait « Non, surtout, ne gommez pas mes rides, j'ai mis toute ma vie à les fabriquer. » Donc finalement, vous avez prononcé le mot de fable tout à l'heure, si ce livre est une fable, et d'ailleurs il est écrit comme une fable, on peut parler aussi du style, quelle en est la morale ? Moi, je ne suis pas un moraliste. Je pense qu'on doit accepter avec fascination et grâce le temps qui passe. Je crois qu'on a 4 saisons à vivre dans le meilleur des cas. Et l'un des personnages dit on ne peut pas vivre qu'au printemps. Je crois qu'il faut accepter que les choses passent, qu'elles nous embellissent, qu'elles changent des choses aussi, qu'elles gomment comme des écorces qui tombent les choses qui ne nous intéressent plus. Je crois qu'à 20 ans, 30 ans, on veut tout. Et je crois qu'à 50, on sait ce qu'on ne veut plus. Et qu'il y a une maturité, il y a quelque chose de dense et beau qui nous arrive. Et qu'il ne faut pas répondre aux injonctions comme ça on disait sois belle et tais-toi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on dit sois jeune et tais-toi. Non, le temps est beau. Le temps est beau. Je pense que l'estime de soi est un des plus beaux et des plus efficaces produits de beauté qui soient. Et pourtant, en tant que publicitaire, vous avez peut-être travaillé sur... Ça y est, je m'y attendais. Oui, je suis un monstre. J'ai fait de la réclame pour des produits, des anti-âges. Non, mais c'est normal. Mais ça a peut-être nourri ce livre. C'est normal, ça a peut-être nourri, mais j'ai fait un métier, je fais un métier de publicitaire qui est un métier, je dirais, pour manger, et puis j'écris des livres pour vivre. On parlait du temps qui passe, et je vois que Aurélie Lily demande quelle est la meilleure saison pour vous. Vous avez publié aussi les 4 saisons de l'été, un livre qui s'appelle comme ça. Je crois que la meilleure saison, c'est celle dans laquelle on est, dans laquelle on vit, parce qu'elle est... qui dit ça tout le temps aussi. Ah c'est bien, vous me présenterez. Mais c'est là où on est, je crois, qui est beau, c'est le présent. L'avenir, je ne sais pas, je lisais un livre l'autre jour, qui va sortir bientôt, un manuscrit très très beau d'une femme qui est sortie vivante d'un combat acharné contre le cancer, et qui dit l'avenir n'existe pas, parce que quand on y est, c'est le présent. Et j'aime bien ça. J'aime bien. Donc je pense que la plus jolie des saisons, Aurélie, c'est le présent. Et le passé, il est quelque chose qui a eu lieu, mais qui est parti, qu'il faut laisser s'échapper. Il n'y a pas de nostalgie à avoir à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a un autre beau personnage dans La femme qui ne vieillissait pas. C'est le contrepoint de Betty, c'est sa meilleure amie, qui, elle, prend Odette. Odette, qui prend de plein fouet
les années qui passent et qui s'abandonne dans la chirurgie esthétique et qui est malheureuse. Il vous fallait ce contrepoint-là? Mais j'aime bien parce que quand je croise dans la rue, dans le métro, dans un magasin, ces visages qui finissent par ne plus ressembler aux femmes qui les habitent, qui ont été confiées au scalpel, je ressens un grand chagrin. Parce qu'au début, je pense qu'elles le font. Alors, on met de côté la chirurgie esthétique dans ce qu'elle a de fantastique, de réparer des accidents, des choses comme ça, des disgrâces infamantes. Mais quand quelqu'un se dit, tiens, je ne m'aime pas comme je suis, je crois que je pourrais être plus belle comme ça, il y a quelque chose qui me fait toujours de la peine parce que c'est des gens qui ne s'aiment pas tellement. Et du coup, avec mon personnage d'Odette, j'ai voulu imaginer cette femme qui ne change pas pour elle-même en disant je vais me rendre plus belle, mais je veux être toujours belle aux yeux de celui qui me trouve belle. Je ne veux pas vieillir dans ses yeux. Et c'est elle est l'épouse de ce fameux photographe dont on parlait, qui fait ce livre et qui va découvrir que Betty ne vieillit pas. Et c'est intéressant parce qu'elle va finir par croire et tout son monde va changer et elle va devenir pas monstrueuse, mais elle ne ressemble plus à rien. Ou en tout cas, elle ressemble à qui elle n'est pas. Et je crois que le chagrin, c'est ça, c'est quand on se perd, quand on n'est plus soi-même, quoi. Et donc, j'avais ce contrepoint, parce que d'abord, ça donne l'occasion aussi de scènes assez drôles. Il n'y a pas de raison, c'est un livre où il y a des choses très joyeuses. Et puis aussi de réfléchir, au fond, ce qui est bien, c'est nous, c'est pas l'image qu'on se fait de nous. Il faut aimer nous, quoi. Mais finalement, ce coup du hasard, enfin, ce coup du destin qui tombe sur Betty n'est pas un cadeau, ça devient un fardeau, elle en est également malheureuse. Pourquoi vous avez voulu ça et comment ça se passe? Parce que sinon, je dirais que c'est vachement bien de ne pas vieillir et tout ça, et j'y crois pas trop. Au début, c'est extraordinaire. Moi, je suis une femme de 30 ans, je découvre que je vieillis pas pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. J'ai le même visage, c'est extraordinaire. J'ai plus besoin de produits de beauté. On me regarde dans la rue, je suis rassuré sur ma capacité à être séduisante dans le monde et à être vivante dans le monde. Mais si vous ne bougez plus, si vous êtes figé dans un temps, le monde, lui, continue à tourner. Les gens autour de vous évoluent, les gens changent, le monde change, les nuits passent, les orages. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui tourbillonne autour de vous, mais vous n'en faites plus partie, vous êtes figé, vous êtes fossilisé dans quelque chose qui n'est plus vous. Et les gens qui étaient proches de vous physiquement s'éloignent. Les gens qui étaient en petit vous rejoignent, et tout devient faussé, tout est troublant et injuste. Et on a l'impression d'être une sorte de mort-vivant, on n'est plus dans le monde. Imaginons que nos enfants, un jour, nous ressemblent, ont le même âge que nous. Vous en dites trop, mais oui, bien sûr, ça devient terrifiant. Bon, puisque j'en dis trop, je vais vous laisser la parole. David Kouloudou demandait tout à l'heure, puisqu'on parlait de la beauté des femmes, etc., une jolie question, quelle est pour vous la plus belle femme du monde? C'est la mienne. Voilà. Sans hésitation une seconde. J'ai une autre question, puisque c'est la meilleure des réponses. Victoria demande si vous vous êtes inspiré, et évidemment, derrière tout ça, il y a un grand classique qui se dessine, le portrait de Dorian Gray. Est-ce que ça vous a inspiré ou d'autres livres? Pas du tout. Et pas davantage que Benjamin Button de Fitzgerald. C'est vrai qu'il y a une littérature qui est assez restreinte sur cette notion du temps, du refus de vieillir. Dorian Gray, c'est très très loin dans mes lectures d'adolescents. Je crois que c'est quelque chose de très sombre, un livre très très sombre en réaction à un contexte politique et social très noir, une satire de classe également, puis un pacte avec le diable. Il y a des choses qui n'étaient pas mon propos. Moi, je voulais un livre extrêmement lumineux et vraiment une réflexion, un conte, parce qu'il n'est pas possible de ne pas vieillir. Donc, rien que ça, on rentre dans la fable, mais une fable extrêmement réaliste qui analyse avec beaucoup de réalisme, justement, au fond, est-ce que ça serait bien si je ne vieillissais plus? Et j'ai envie que les femmes, et surtout les hommes, curieusement, se disent « Mais waouh, c'est vachement beau de ce temps qui passe, ces histoires que nos visages racontent, et qu'on regarde les femmes qu'on aime, puisqu'elles vieillissent, avec toujours la même admiration, le même enthousiasme, la même grâce que quand elles étaient jeunes et 20 ans, quand on a été les cueillir. » Je voudrais ça aussi. Moi, je ne veux plus des gens qui sont avec leurs femmes et qui regardent la jeunette qui passe. Et je trouve ça, il y a une injure qui est faite à l'humanité. Il faut que les hommes lisent ce livre, du coup. Bien sûr, je les invite à lire ce livre. Pascal se demande, du coup, on parlait d'éventuellement de Pascal ou Pascal? Pascal Le, une femme. Se demande quel est, du coup, le dernier livre que vous avez lu et qui vous a inspiré.
J'ai lu un livre qui va sortir, qui est sorti hier, qui s'appelle Celles qui s'enfuyaient, de mon ami Philippe Lafitte chez Grasset. Je l'ai lu hier. Donc ça, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et ce qui m'inspire, non, il va m'inspirer sûrement un billet sur mon blog parce que c'est un bon livre, mais voilà. Mais moi, je lis énormément. Je ne regarde pas la télé. Donc je lis, oui, pas loin de 300, 280, 300 livres par an. Et j'aime ça, je les dévore. C'est-à-dire que vous je l'ai lu hier. Oui, j'ai eu des déplacements, j'ai commencé dans les autos, dans les transports, et j'ai fini hier soir, bien sûr. J'aime bien être dans un livre entièrement, m'y plonger. Je trouve que c'est magnifique, il y a une vie. J'ai toujours peur que la vraie vie vienne brutalement me sortir d'un livre. Moi, je plonge dans le livre comme dans les bras de quelqu'un que j'aime, et je ne veux pas en sortir. Je vais prendre une autre question. Où est-ce qu'on en est Prenez votre temps, je vais me rafraîchir un petit peu. David Kouloudou, une deuxième question. Écoutez-vous de la moustique pendant vos périodes d'écriture? Il faudrait comprendre de la musique, je pense, David. Mais... la moustique, j'essaie d'éviter. J'ai un petit spray, parce que c'est assez agaçant le bzzz quand vous écrivez. Alors, il m'arrive évidemment il m'arrive d'écouter, même principalement, oui, j'écoute de la musique quand j'écris. Alors, c'est très compliqué pour moi, parce que je dois écouter de la musique sans paroles compréhensibles. Oui. C'est-à-dire, je ne peux pas écouter une chanson française parce qu'il y aurait un télescopage des mots qui est très très dangereux. Pas trop de paroles quand même, donc c'est plutôt des choses musicales, sans paroles. Et je choisis en fonction de l'ambiance, même physique, dans laquelle je veux être par rapport à des moments ou des personnages. Il m'arrive comme ça, on le voit sur mon truc d'ordinateur, là, je peux écouter 280 fois en boucle le même truc pour rester dans un mood. Alors ça va de l'Ave Maria de Caccini à du classique, à des chansons, des ballades de Leonard Cohen. Il n'y a pas de règle, mais j'ai besoin de ce petit bruit de vie lointain. Votre héroïne de Danser au bord de l'abîme écoute beaucoup d'opéra. Alors elle écoutait l'opéra parce que ça c'est un hommage que je voulais rendre à l'opéra, que ma femme, donc la plus belle femme du monde, m'avait fait découvrir à 3-4 ans l'opéra, et j'y suis vraiment, croyez-moi, allé en traînant les pieds en me disant je vais écouter des trucs de 7 heures allemands que je comprends rien. Et en fait, je me suis aperçu que d'abord c'est parfois extrêmement beau, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, il faut bien choisir son opéra, et surtout c'est l'un des derniers endroits au monde où on peut encore mourir d'amour. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui on n'aime plus quelqu'un, on le quitte, on s'en va. Là, quelqu'un vous trahit, on meurt d'amour. Et ça m'enchante de savoir qu'on a encore cette capacité d'aimer, et que l'opéra nous le raconte encore, qu'on a ça en nous, que si la personne qu'on aime le plus au monde est plus là, par exemple, ça vaut plus le coup de vivre. Nous, on vit trop, peut-être parfois encore. Et je trouve que ça remet un peu les choses en perspective, là, ces choses importantes-là. Le tragique dans l'amour n'est pas vraiment dans l'air du temps non plus. Le tragique dans... Oui, la mort d'amour n'est pas vraiment dans l'air. Non, on n'est plus là, puisqu'on change, et heureusement, on peut... Avant, on aimait, comme ça, c'était la trajectoire d'une vie, on transperçait le temps pour rejoindre l'autre. Là, on peut avoir plein de vies, c'est acquis, et c'est bien aussi. Donc, on a des vies amoureuses peut-être plus courtes, mais peut-être aussi beaucoup plus intenses aussi. Et pourquoi pas, mais romantiquement et romanesquement, c'est beau, l'opéra pour ça. Et ça fait que ça me permet d'oser des héroïnes entières et fortes et libres aujourd'hui, quoi, à un moment où les femmes elles sont quand même de plus en plus embrigadées, je trouve, malgré ce qu'on en dit. Il y a un autre fait récurrent dans votre œuvre, et c'est toujours le cas dans ce roman-là, c'est le décor. Le nord, l'île est toujours très présent. Et c'est Lucille qui se demandait quelle est votre ville préférée, votre endroit préféré dans le nord peut-être. Dans le nord, non, j'ai plus, depuis qu'ils sont tous morts dans ma famille, mes parents, j'y vais plus. Aller voir un mort au cimetière, ça m'intéresse pas. Non, je trouvais l'île assez jolie, c'est une ville assez jolie. En littérature, vous y restez toujours, finalement. Oui, parce qu'en fait, j'ai grandi là-bas, je connais les noms des rues, je connais la silhouette des gens, je connais le parfum du vent, je connais le bruit des bagnoles sur les pavés. Donc j'ai pas à m'emmerder, à inventer, à me documenter sur des trucs, parce que je suis pas un écrivain journaliste. Moi j'écris, ça sort de mes tripes, quoi. Et au moins c'est un décor qui m'est familier et je fais pas trop d'erreurs. Et je vais vous dire une chose, quand j'ai écrit la liste l'écrivain de la famille, j'ai
imaginez une petite scénette en Bretagne du Sud, dans un petit village, une petite ville qui s'appelle Begmeil ou Bénodet, je ne sais plus. Et je raconte que le père de famille va conduire les enfants et repart. Et puis avant de reprendre la route, il s'assied 1 heure au soleil, il se prend un coup de soleil, mais il crevisse, il va cloquer et tout, c'est assez ridicule. Et je fais ce commentaire, étant très fier de moi, il faut se méfier du soleil bigoudin. Parce qu'on dit toujours qu'en Bretagne, il ne fait jamais beau et tout. Putain, j'ai reçu une lettre, mais une semaine après la sortie du livre, d'un autochtone qui me disait que je n'avais pas le droit d'utiliser l'adjectif bigoudin, puisque à la plage de Bénodet, on avait passé le fameux pont où on quittait techniquement à 400-500 mètres près le monde bigoudin. Oh, j'ai dit, je vais éviter de faire des erreurs, donc je vais parler de là où je connais, et ça se passe dans le Nord, même si je n'y vis plus depuis 30 ans. Où vivez-vous? À Paris. Et un roman parisien, c'est pas possible pour vous? Mais il y en a beaucoup, et puis j'ai pas assez d'imagination pour faire un roman parisien. Parce que si on imagine un couple amoureux qui marche, il marche où? Au bord de la Seine? Ah, vous imaginez les mots, il marche au bord de la Seine, le clapotis des trucs, la tour Eiffel illuminée. Mais déjà, la tour Eiffel, ça tue l'amour dans une phrase. Donc il faut laisser ça dans d'autres récits. Il n'y a pas de charme, ou alors s'il y a un charme pour un livre, hein, j'entends, il faut aller dans des petits quartiers pas connus, dans des petits coins, et à ce moment-là, on est en province, symboliquement. On n'est plus à Paris. Donc écrire Paris pour Paris, non, j'ai pas de... Peut-être je ferai un jour. Mais vous parlez du coup d'écrire une histoire d'amour à nouveau. Vous pourriez pas écrire quelque chose de tout à fait différent, une saga, quelque chose d'épique, un peu large? Pourquoi vous ennuyez avec mes Pas trucs? du tout. Ah bon, non, si, j'ai des projets là de choses, mais non, un polar, il y a tellement de choses magnifiques. Je ne vais pas rajouter Si j'ai une idée magnifique de polar, oui, pour l'instant, c'est pas ce que je cherche. J'ai encore 2-3 petits trucs à explorer sur nous, sur l'amour, mais pas au sens bébé d'histoire d'amour, je m'en fous de ça. Et c'est pourquoi l'amour, qui est la chose la plus incroyable, qui nous humanise le plus, peut nous faire autant souffrir. Pourquoi aimer, c'est si difficile parfois. Pourquoi aimer quelqu'un, ça peut lui faire du mal. Pourquoi aimer, ça peut tuer ce qu'on aime, quoi. C'est incroyable. Et j'ai envie de creuser ça parce que on devrait être heureux et on n'est pas assez, je trouve. Parce qu'on nous a raconté des carabistouilles. J'avais dit l'autre jour, je ne sais plus à qui, qu'on nous avait menti à faire rimer, par exemple, l'amour avec toujours. C'est la plus grande des conneries que j'ai jamais entendues. On ne demande pas à l'amour de durer toujours. La meilleure rime d'amour, c'est chaque jour. On demande d'aimer chaque jour. Et toujours, c'est la somme des jours. Mais je ne peux pas dire, je vais aimer toujours, je n'en sais rien. Aimons un pas à la fois. Et c'est ça que je voudrais qu'on remette un peu en perspective avec mes histoires, c'est que la vie, elle est belle, mais je pense vraiment, elle a un défaut, c'est super court, quoi. Donc éliminons tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous abîme, pour essayer de profiter. Je veux dire, on ne reviendra pas, hein. Je suis désolé de vous dire, c'est maintenant, quoi. Couper Facebook? Non. Non. Oui, de Restez temps là. en temps. Non, Nadine, la même Nadine que tout à l'heure, se demande si vous, là plus sur vos habitudes d'écriture quand vous écrivez, si vous avez comme certains auteurs des carnets dans lesquels vous mettez des pensées, des idées, même des nouvelles que vous ouvrez de temps en temps lorsque vous écrivez un livre, afin d'y puiser, il faut que j'affiche plus une idée. Non, pas vraiment, pas vraiment. Moi, je mets beaucoup dans la tête, c'est-à-dire en fait, j'écris un livre quand il est écrit dans ma tête. C'est-à-dire, je le mets au propre. Par contre, une fois que je commence à écrire, j'ai 10 feuilles pour écrire parce que l'imagination va beaucoup plus vite que la main. Vous écrivez à la main? Non, j'ai écrit mon premier livre à la main, mais comme je tiens mal mon stylo, ça m'a détruit, quoi. Non, maintenant je fais à la machine moderne. Si vous n'aviez pas ce... Je ferai la main. Ah oui? Ah ouais. Vous préférez? Non, c'est pas une préférence, c'est qu'il y a quelque chose d'agréablement lent qui fait qu'on réfléchit. Je pense que la manière d'écrire avec on va dire l'ordinateur a changé. Il y a des choses qui sont automatisées, il y a des phrases qui reviennent, qui se ressemblent plus de livre en livre parce que, je sais pas, il y a une facilité, on cherche pas le mot, il vient, il coule. Et les mots, il faut s'en méfier, c'est du lierre, ils viennent bouffer parfois les phrases, on en met trop. Je trouve qu'il y a trop de mots souvent dans les livres. C'est vrai que ce livre-là est assez sec finalement. C'est à l'os. Il voulait, après le précédent qui était plus, comme vous dites, un opéra, plus italien, plus poétique, plus tragique, plus ample, plus spirituel sans doute. Là, je voulais un truc beaucoup plus rapide, parce que quand vous avez 63 ans d'une femme à raconter, on ne peut pas se permettre de raconter chaque semaine de sa vie. Il faut que ça aille très très vite, quoi, comme un film, vous savez, ces films où en quelques minutes, on a 2-3 ans de la vie de quelqu'un, ça nous bouleverse, parce qu'au fond, ça cogne la nôtre et on s'y retrouve complètement. Donc j'avais envie qu'il n'y ait pas de gras, que ce soit un truc, du jambon sans la couenne, vous voyez,
qui est que le meilleur. Et c'est que le meilleur. Oh, c'est gentil. Vous faites jamais de suite? Vous n'avez jamais envie de On m'a demandé, retrouver on m'a proposé des sous pour écrire la suite, notamment d'un des livres. Oui. Que, voilà. Mais qu'est-ce que je vais emmerder le monde avec Jocelyne revient, elle a 18 millions, que va-t-elle en faire? Elle a un nouvel amant. Qu'est-ce que c'est pas? Non, non. Ça, il y a... Peut-être un jour. Je ne peux pas dire que je ne ferai pas, parce que j'ai des idées quand même. Mais il y a... Quand je finis un livre, il est fini. Il est... il n'y a pas de logique à continuer. Alors peut-être dans 20 ans, je reprendrai La Mercière. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Non. J'ai envie encore d'explorer des trucs, de prendre des risques. C'est tellement immense, nos petits cœurs. Alors Christy Anne, en 2 mots, se demande quel est le livre dont vous êtes le plus fier. Vous allez dire celui-là, bien sûr, non? Non, je ne dirais pas ça. Bon. C'est une question courageuse, parce qu'il n'y aura pas de réponse. Mais elle est quand même curieuse. Christiane. Non, je suis désolé, elle est quand même curieuse, parce que chaque livre a été écrit à différents moments de ma vie. J'ai commencé à écrire, le premier livre, vous le rappeliez, Noémie, est sorti en 2011, mais j'ai commencé il y a exactement 10 ans, en mars 2008, à écrire. Je n'ai jamais écrit avant. Et j'ai adoré l'écrivain de la famille. Je voulais faire qu'un livre dans ma vie. Et puis, pour m'amuser, en attendant la parution du livre, j'ai écrit la liste de mes envies. Mais j'ai jamais pensé, voilà. Donc, à chaque étape, à chaque livre, ça a été une joie incroyable. J'ai 4 enfants, chacun de mes enfants, ça a été une joie et ça a été au fond une première fois. C'est des prototypes, tout ce qu'on fait. On ne reproduit pas. On ne fait pas une fois, 2 fois, 3e, 4e fois le même enfant. C'est chaque fois une personnalité différente, une histoire dans nos vies différentes. Donc je suis fier de chacun d'eux. Et il y en a qui ont des défauts, il y en a que j'ai dû soutenir plus que d'autres, il y en a qui étaient plus fragiles, il y en a qui sont très forts et qui n'ont pas eu besoin de moi. Mais j'aime chacun et je suis fier de tous mes livres. Et celui-ci, pourquoi en particulier, par exemple? Je ne suis pas plus fier celui-là en particulier, mais je suis très content parce qu'il est sorti il y a 8-10 jours et il touche de façon incroyable les grands nombres de gens, de lecteurs et de lectrices déjà, à un endroit qui les rend beaux eux-mêmes, à eux-mêmes. Et c'est ça qui me bouleverse, c'est que cette fable, écrite avec beaucoup de tendresse, de cruauté, rend les gens qui le lisent, je sais pas, beau. Ouais, c'est ça. Le nombre de courriers déjà que j'ai reçus de personnes qui me disent j'ai plus peur de me voir le soir ou le matin dans le miroir de la salle de bain, on est toujours un néon, parce qu'on ne se gâte pas dans les salles de bain, et de dire finalement, Méride, elle raconte des jolies choses, j'aime bien ça. Et ça, je suis content, parce que si j'arrive à apaiser ces peurs-là, de vieillir, je rends la vie qui reste plus belle. Et en fait, c'est important, ça, la peur de vieillir, c'est pas la peur de mourir. Si la peur de mourir, il y a une affaire, c'est pas la peine d'avoir peur, on va tous y passer, donc ne perdons pas notre temps à cette peur-là. La grande peur de la vieillesse, je crois, c'est la solitude. C'est tout d'un coup être tellement quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on n'est plus regardé, qu'on n'existe plus dans le regard des autres, on n'a plus de place sur Terre, quoi. Et c'est la solitude qui est effrayante, qui nous effraie profondément. C'est quand l'autre s'en va, le compagnon d'une vie s'en va, on se retrouve seul. C'est se retrouver seul dans un corps qu'on ne connaît pas, avec des douleurs. On ne savait pas qu'à cet endroit ça peut faire mal, que les mains ça peut faire mal. C'est se retrouver seul dans une mémoire qui est brouillardée. C'est se retrouver seul dans des maisons où on ne veut pas aller et des enfants qui ne viennent plus vous voir. C'est ça qui fait très très peur. C'est pour ça qu'on veut rester jeune. Parce qu'on croit qu'en restant jeune, on va nous oublier, qu'on est vieux, et les vieux on les oublie. Et c'est vraiment dégueulasse. Parce que le sort qui est fait ici aujourd'hui en France, encore une fois, je ne veux pas généraliser, caricaturer, il y a des gens très bien, tout ça, mais je trouve qu'on n'aime pas assez, on ne prend pas assez de soin des gens âgés. C'est les ventres d'où on vient, c'est le cœur, le sang qui nous a donné la vie, tous ces gens-là. Et quand on entend, comme il y a quelques mois, quelques semaines, c'est le sort qui est fait aux vieux dans certains EHPAD et tout. Putain, il faut pas laisser passer ça, quoi. C'est inacceptable. Parce que demain, ça sera nous. Donc ça, c'est ma petite colère du jour. Tiens. Je suis désolé, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais pas du tout. Voilà. Vous pourriez écrire un roman dans ce... Non, je ne suis pas très sexy. Bon, non, puis il y a des gens, ça existe, il y a des gens très compétents, des gens du milieu médical ou associatif qui le feraient mieux que moi. C'est quoi une de vos journées types? Vous faites quoi dans vos journées, à part lire des livres toute la journée? Ah bah il y a une journée type, elle est banale comme toutes les journées. Après il y a mon travail de la pub qui s'est calmé beaucoup. Après il y a le temps. Vous exercez toujours. Ouais. Ah bien sûr. Le temps où j'écris,
c'est un temps vraiment de construction d'une histoire. Donc il y a plusieurs mois, enfin après ça dépend, je ne peux pas dire je vais mettre 6 mois, 3 mois, 1 an à écrire un livre. Et quand j'écris, c'est tous les matins, ça c'est sûr. Ça, c'est parce que c'est un travail qui doit être fait. Je ne crois pas qu'on écrit quand les mots viennent, je crois qu'on doit être attablé à disposition aussi de l'écriture et de l'histoire. Et c'est pas grave si une journée on n'écrit pas, je le dis pour ceux et celles qui essayent d'écrire et disent tiens ça vient pas, il faut rester là. Parce que si on ne crée pas une condition pour que les mots viennent, ils ne viendront pas non plus. Il y a des jours où j'écris une ligne, il y a des jours où j'écris 3 pages, il y a des jours où je relis, parce que je n'arrive pas à avancer, et je travaille. Donc ça, c'est vraiment la partie travail. Et puis l'après-midi est consacré ou à un travail pour des clients dans la pub, qui est très faible maintenant, ou de m'enrichir, de lire, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de voir des gens, de bouffer avec des potes, de vivre. Et c'est pas mal. Et ça prend du temps, vous savez. J'ai remarqué en vieillissant que ne rien faire prend un temps incroyable. Prenez un vrai petit déjeuner et lisez le journal en papier, mais vraiment, ça prend 1 heure minimum de ça, quoi. Et ça, c'est génial de temps en temps se dire, tiens, je prends ce temps-là, parce qu'il est important. Finalement, c'est ça qu'il faut retenir. Non, il n'y a pas que ça, que c'est un livre sympa aussi, quoi. Oui, c'est sympa. Alors Nathalie dit, comme tu viens de le dire, je ne regarde plus mes rides le matin, je n'ai plus peur de vieillir, très touchée par ton livre. Merci. Bonjour et merci, les gens sont très enthousiastes et assez unanimes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques dates où on peut vous retrouver bientôt, hormis le Salon du Livre à Paris, bientôt? Oh là là, oui, bien sûr. Alors le Salon du Livre, c'est samedi et dimanche après-midi qui viennent. Après, pour celles et ceux qui sont à Barcelone, je serais ravi de les retrouver la semaine prochaine, mardi et mercredi, pour la sortie en espagnol et en Espagne de Dans ce bord de l'abîme. Après, il y aura des salons. Il y aura la librairie Lamartine la semaine prochaine, je crois. Mardi soir, Lamartine dans le 16e à Paris. Et après, je vais commencer la grande tournée en province. Et je suis ravi de retourner en province. Il y aura évidemment Montaigu, Limoges, Nancy et beaucoup, beaucoup d'autres. Mais je n'ai pas tout en tête parce que on est en train de caler l'agenda. Et c'est vrai que c'est parfois un marathon, une promo, c'est épuisant, mais ça vaut le coup. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir d'entendre sur vos livres en général Pardon le plus plaisir sur vos livres que les lecteurs vous rapportent. Mais d'abord, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais je suis émerveillé de rencontrer des lecteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'écris, et c'est souvent le cas des auteurs, on est quand même très seul. On écrit, on est dans le doute, on ne peut pas lire un bout, enfin moi je ne vais pas lire un bout de phrase à quelqu'un, il faut écrire le livre, il faut dépasser tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'impudeur, d'insolence, de débilité à dire je vais écrire un livre. Voilà, on ne vous attend pas. Puis après, le livre, il est pris par votre éditeur ou pas, et il sort, et un jour vous rencontrez des gens qui viennent et qui ont envie de lire ou l'ont lu. Et c'est extraordinaire et de mettre des visages. Ah, c'est elle, c'est lui, ils me lisent. Et puis on parle du livre. Alors ça, j'aime ça, de rencontrer les lecteurs. Ça, c'est la plus belle chose qui arrive, parce que le livre est vivant, et à ce moment-là, il leur appartient autant qu'à vous. C'est-à-dire que les gens disent, mais elle a fait ça, elle n'aurait pas dû. Mais c'est déjà leur histoire. C'est à eux. C'est eux qui ont pris Betty, c'est eux qui font rentrer Betty dans leur vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que j'aime le plus. Après, techniquement, ce que j'aime le plus dans le process de fabrication d'un livre, c'est le jour où on reçoit ce qu'on appelle les premières. C'est-à-dire que vous avez écrit votre manuscrit, vous envoyez des feuilles comme ça, vous voyez, avec votre manuscrit. Et puis un jour, il vous revient, après les corrections, composé, mais sur des feuilles A4 comme la vôtre, mais comme ça. C'est-à-dire que vous avez le texte composé, paginé, numéroté. Et là, c'est étonnant parce que vous découvrez votre texte. Ce que vous aviez l'habitude d'avoir en haut d'une page est en bas à gauche, les coupes sont plus les mêmes, la respiration est plus la même, le texte vit sans vous. C'est devenu un objet. Ah ouais, c'est génial. Ça, c'est les premières, c'est vraiment le moment le plus émouvant. C'est l'échographie, quoi. Vous voyez, c'est juste avant qu'on voit la tête. Nouveau bébé, donc La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacour. Venez rencontrer Grégoire Delacour en dédicace et au salon